Alors, le Rambam, l'étude du jour, c'est faire un misvot. 2 Tammuz à 1785. Comme moment négatif numéro 216. Il interdit d'ensemencer un vignoble de graines de céréales et d'autres légumes. Cette forme de mélange hétérogène est appelée graines hétérogènes de la vigne. Cette prohibition est formulée dans la Torah en ces termes. N'ensemence pas ton vignoble de graines hétérogènes. Le Sifri s'exprime ainsi. N'ensemence pas ton vignoble de graines hétérogènes. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de le préciser, dès lors qu'elle a déjà été ordonnée? Ne sème point dans ton champ des graines hétérogènes, ce qui englobe sans aucun doute aussi bien le vignoble que le champ. C'est pour nous enseigner que quiconque laisse pousser des graines hétérogènes dans son vignoble transgresse 2 commandements. Sache que les graines hétérogènes de la vigne ne font l'objet d'une interdiction thoraïque que dans le pays d'Israël. Celui qui y sème est passible de la bastonnade à condition qu'il ait semé dans un même geste du froment et de l'orge mélangés à des pépins de raisin, et ce en vertu de la Torah. S'il l'a fait dans les mêmes conditions en dehors d'Israël, il encourt la même sanction par décision de nos sages. En revanche, la greffe d'un arbre avec un greffon d'une autre espèce est punissable partout de la bastonnade quant à l'interdiction y relative. Elle est également englobée dans le verset « Ne sème point dans ton champ des graines hétérogènes » et dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le traité Kilaïm. 3 Prakim. Alors, 2 Tammuz, 5785, Sefer Zeraïm, loi relative au mélange interdit, chapitre 3. Certaines espèces de plantes se subdivisent en plusieurs catégories en raison des différents géographiques ou de modes de culture variables, d'une contrée à une autre, au point où 2 variétés d'une même espèce peuvent paraître être des espèces distinctes. Malgré ces divergences d'aspect, on considérera les 2 variétés comme une seule et unique espèce, et leur mélange l'une avec l'autre ne sera pas interdit. Inversement, il arrive que 2 espèces distinctes se ressemblent, et soient même d'aspect très semblable, mais qu'il s'agisse pourtant bien de 2 espèces qu'il est défendu de semer ensemble. Comment cela? La laitue et la laitue sauvage, la chicorée sauvage, la chicorée naine, les poireaux et les poireaux des vignes, la coriandre et la coriandre des montagnes, les graines de moutarde noire, la courge d'Égypte et la courge cendrée ne constituent pas de mélange d'espèces interdit. De même, le blé et l'ivraie, l'orge et l'orge du désert, le blé du désert, le seigle, la fève et le haricot, la gesse commune et la gesse chiche, le lablade et le niébé, la courge éponge et le concombre, le chou frisé et le chou cabu, la bête et la roche des jardins ne sont pas des mélanges interdits. Par contre, le radis et le colza, la moutarde et la moutarde des champs, la courge de Grèce avec la courge d'Égypte ou avec la courge cendrée constituent des mélanges d'espèces interdits malgré leur ressemblance. De même, pour les arbres, 2 espèces qui se ressemblent dans leur feuillage ou dans leurs fruits constituent un mélange interdit si leurs espèces sont distinctes. Comment cela? Le pommier et le néflier, le pêcher et l'amandier, le jujubier commun et le jujubier, bien que ces espèces ne se ressemblent 2 à 2, elles constituent l'une avec l'autre des mélanges interdits. Par contre, le prunier et le poirier commun, le cognacier et l'aubépine ne constituent pas l'un avec l'autre des mélanges d'espèces interdites. Il existe cependant d'autres semences et d'autres arbres, dont les feuilles ou les fruits se ressemblent énormément au point que l'on puisse penser qu'il s'agisse de 2 variétés d'une même espèce, quoiqu'en vérité leur espèce soit totalement distincte. Ces mélanges d'espèces n'ont pas été interdits, car les lois des mélanges d'espèces interdits reposent sur les apparences. Comment cela? Le navet et le radis ne constituent pas l'un avec l'autre un mélange interdit, car leurs fruits se ressemblent. Le navet et le colza ne constituent pas un mélange interdit parce que leur feuillage se ressemble. Cependant, le radis et le colza constituent un mélange interdit, car le goût de leurs fruits est totalement différent, quoique leurs feuilles et leurs fruits se ressemblent. Il en est de même pour tout ce qui est semblable à ces exemples. De combien doit-on éloigner l'une de l'autre 2 espèces de graines qui constituent un mélange interdit? Ce qu'il faut pour qu'elles apparaissent séparées, l'une de l'autre.
mais si elles donnent l'impression d'avoir été semées ensemble, cela est interdit. De nombreuses mesures interviennent dans l'énonciation de l'éloignement adéquat, qui prennent en compte la taille du champ semé, la densité du feuillage, ainsi que l'extension des jeunes rameaux. Comment cela? Si son champ est ensemencé d'une espèce de thévoie et que l'on désire semer dans un champ mitoyen une autre espèce de thévoie, il faudra marquer une séparation d'un bête rova, qui correspond à une surface de 10,2 coudées de côté. Cette séparation pourra indifféremment se trouver au milieu de toute la surface ou sur ses côtés. Si les dimensions de cette surface de séparation ne sont pas respectées, on transgresse une interdiction, mais l'on n'est pas passé de flagellation que si les deux cultures sont proches l'une de l'autre de 6 tépha ou moins. Si un champ est ensemencé de quiniotes ou de graines jardinières et que l'on désire semer dans un champ mitoyen une autre espèce de quiniotes ou de graines jardinières, courges comprises, il faut marquer une séparation de 6 tépha sur 6 tépha. Cette séparation pourra indifféremment se trouver au milieu de toute la surface ou sur ses côtés. Si les dimensions de cette surface de séparation ne sont pas respectées, on transgresse une interdiction, mais l'on n'est pas passé de flagellation que si les deux cultures sont proches l'une de l'autre d'un tépha. Si l'un des deux champs est ensemencé de thévoa et le champ mitoyen de quiniotes, de graines jardinières ou même d'une unique courge, on éloigne les cultures l'une de l'autre d'un bête rova. Dans quel cas ces mesures de séparation sont-elles exigées? Lorsqu'il s'agit de cultures dans deux champs. Si toutefois un champ est ensemencé de quiniotes ou de graines jardinières et que l'on désire semer des quiniotes ou des graines jardinières d'une autre sorte dans une unique rangée contingente au champ, il suffit de tracer entre le champ et la rangée un sillon d'une longueur de 6 tépha et dont la largeur est égale à la profondeur. Si un champ est ensemencé de thévoa et que l'on désire y semer une rangée de quiniotes ou de graines jardinières, et même s'il s'agit d'y faire pousser une rangée de courges aux feuilles longues et au feuillage touffu, un éloignement de 6 tépha est nécessaire. Si les tiges des courges s'allongent de sorte que leur feuillage se confonde à la thévoa et s'entremêle avec elle, on arrache de la thévoa de telle sorte que les feuilles de courge ne s'y mélangent plus. Il va sans dire que si l'on sème une rangée d'espèces et une rangée mitoyenne d'une autre espèce, il suffit de tracer un sillon entre les rangées, comme cela sera expliqué. Si l'on a respecté les règles de séparation ou d'éloignement précitées, et que l'une des espèces se soit rapprochée de l'autre espèce, que ce soit une espèce de thévoa qui s'est rapprochée d'une autre espèce de thévoa, une espèce de quinite ou de graine jardinière qui s'est rapprochée d'une autre espèce de quinite ou de graine jardinière, une espèce de quitnite ou de graine jardinière qui s'est approchée d'une espèce de thévoa ou encore une espèce de thévoa qui s'est approchée d'une espèce de quitnite ou de graine jardinière. Tout est permis dans la mesure où les règles d'éloignement ont été respectées, excepté dans le cas de la courge de graisse dont les tiges s'allongent sur de longues distances. C'est pourquoi, si cette espèce s'approche de façon prohibée, on procédera à un arrachage comme nous l'avons expliqué. S'il y a entre les deux espèces un terrain en friche, un champ labouré, un muret de pierre non cimenté, un chemin, une clôture haut de 10 tépha ou un sillon profond de 10 tépha et large de 4 tépha, un arbre dont les branches arrivent jusqu'à terre ou encore un rocher haut de 10 tépha et large de 4 tépha, on pourra juxtaposer les deux espèces de part et d'autre de l'élément séparateur dans la mesure où l'une de ces choses fait fonction de séparation, ces semences paraissent en effet séparées. Dans quel cas un éloignement, une séparation entre deux espèces distinctes est-il nécessaire? Dans le cas où l'on l'a semé dans son propre champ, si par contre son champ est ensemencé de blé, son ami propriétaire d'un champ mitoyen pourra semer de l'orge dans son champ à lui, quand bien même les cultures seraient contiguës, car il est dit « ne sème point dans ton champ des graines hétérogènes ». L'interdiction de semer des graines hétérogènes ne concerne que son propre champ. Il n'est en effet pas dit « tu ne sèmeras pas de graines hétérogènes dans la terre ». Plus encore. Même si l'on sème dans son propre champ de l'orge à côté du blé, et que la parcelle ensemencée d'orge s'étend jusqu'à se juxtaposer au champ de son voisin. Lui aussi ensemencé d'orge, cela est permis parce que la parcelle de son champ dans laquelle pousse l'orge paraît être la continuité et l'extrémité du champ de son voisin.
Si son champ est ensemencé de blé, et qu'un champ mitoyen de son ami est de même ensemencé de blé, il est autorisé de semer de lin, un simple sillon adjacent à son blé d'une part et au champ de blé de son voisin d'autre part. En effet, celui qui verra cela sait pertinemment que semer de lin un unique sillon est inhabituel et que l'intention du semeur n'était que de tester son champ à savoir s'il est adapté ou non à la culture du lin. Ce semis s'avère donc être un semis à perte. C'est pourquoi il est défendu de semer une autre espèce que le lin entre ces deux rangées, ensemencées d'une même espèce, sans respecter les règles d'éloignement dans son champ. Si son champ et le champ mitoyen de son ami sont ensemencés tous deux de tévois, même si le type de tévois diffère, on ne sèmera pas entre les deux de champs de graines de moutarde ni de graines de catame des teinturiers, même pas dans un simple sillon, parce qu'il est habituel que l'on sème de ces espèces un simple sillon. Par contre, si les deux champs sont ensemencés de deux types de quignottes ou de graines jardinières, on pourra semer entre ces champs des graines de moutarde ou des graines de catame des teinturiers, car il est permis d'encercler de moutarde ou de catame des teinturiers n'importe quelle espèce, excepté une espèce de tévois. En effet, contrairement aux autres cultures qui sont gâchées par le semis de ces deux types de graines, la tévois, elle, n'est pas gâchée par ces semis. De même, si dans son champ, le sommet de la parcelle d'un type de semence touche le côté de la parcelle d'un autre type de semence, ceci est autorisé, car il est manifeste que les deux cultures sont indépendantes l'une de l'autre. Il va sans dire que si le sommet de la parcelle d'un type de semence touche le sommet de la parcelle d'un autre type de semence, ceci est a fortiori autorisé. La raison est que dans ces deux cas, on a l'impression que l'on est en présence de deux champs se touchant en leur extrémité, ce qui est autorisé sans aucun éloignement ni séparation, comme nous l'avons déjà expliqué. Sefer Zeraim, loi relative au mélange interdit, chapitre 4. Il est permis de semer l'une à côté de l'autre 2 rangées de courges, éponges à côté d'elles, 2 rangées de courges et à côté de 2 rangées de lotus d'Orient, un sillon séparant une espèce de l'autre. Mais l'on ne sèmera pas l'une à côté de l'autre de simples rangées de courges, éponges, de courges et de lotus d'Orient, même si un sillon sépare chaque espèce, car les feuilles de ces espèces sont longues et leurs tiges s'allongent de sorte que leurs feuilles s'entremêlent, et si ces espèces sont ensemencées en simple rangée l'une à côté de l'autre, elles se mélangeront l'une à l'autre et donneront l'impression d'avoir été semées ensemble. Si l'on désire semer des rangées de courges au milieu d'un champ, ensemencé d'une espèce de plante potagère, il faudra débarrasser la surface nécessaire au semis d'une rangée de courges, des plantes potagères qui s'y trouvent. Séparer d'un sillon la rangée de courges de l'espèce potagère, laisser une largeur de 12 coudées des plantes potagères, aménager une deuxième rangée de courges et à nouveau séparer d'un sillon la rangée de courges de l'espèce potagère. On procédera ainsi jusqu'à l'endroit désiré, de sorte que tous les deux rangées de courges seront espacées d'un espace de 12 coudées de plantes potagères. On ne pourra pas se contenter de moins de ces 12 coudées, car les feuilles de courge s'en mêlent de part et d'autre avec l'espèce potagère qui sépare les deux rangées de courges et tout apparaît comme ayant été semé ensemble. Si une rangée de courges ou même une courge unique est ensemencée et que l'on veut semer de la tévois à ses côtés, il faut marquer une séparation d'un betrova parce que le feuillage de la courge a pour nature de prendre du terrain et d'occuper une surface importante. La place occupée par tout ce qui est susceptible de se trouver dans l'espace de séparation d'un betrova entre les espèces est comptabilisé dans le betrova, que ce soit une tombe, un rocher ou tout ce qui est semblable. On peut semer 3 types de graines hétérogènes dans un sillon ou dans un canal d'irrigation profond d'un téfa. L'un sur l'une des rives du sillon ou du canal, l'autre sur l'autre rive et le troisième dans le sillon ou le canal. On peut planter 2 espèces hétérogènes dans une même fosse, même s'il s'agit d'une courge éponge et d'une courge, à condition que l'une des espèces tende vers l'un des côtés des bords de la fosse et l'autre espèce vers le côté opposé, de sorte qu'elles paraissent totalement séparées l'une de l'autre. Il est de même autorisé de planter 4 espèces dans une fosse, à condition de tourner ces 4 espèces vers les 4 directions. Celui qui désire pratiquer dans son champ la culture en bandes d'espèces diverses doit aménager un espace de 2 coudées sur 2 coudées entre toutes les bandes, à l'une de leurs extrémités, puis réduire progressivement cet espace jusqu'à ce qu'il ne persiste qu'un écart infime entre les bandes à leurs autres extrémités. Ainsi, ces bandes auront-elles l'apparence de bandes indépendantes. Si l'on désire aménager son champ de parcelles carrées,
de diverses espèces. On n'aménagera plus de 9 parcelles carrées d'une surface d'un mètre rova chacune, par bête CA du champ. Ainsi, la distance entre deux parcelles carrées sera d'environ 10 coudées moins un quart de coudée, car les dimensions de chaque bête CA sont de 50 coudées sur 50 coudées. Quelle différence y a-t-il entre Méchard et Karahat? Méchard est une parcelle allongée alors que Karahat est une parcelle carrée. Nous avons déjà vu que les espèces de plantes potagères sont des espèces que l'on ne sème qu'en petite quantité. On pourra semer même 5 espèces de plantes potagères dans un carré de 6 tépha de côté, à condition que l'on sème 4 espèces aux 4 coins du carré et une espèce au milieu, en espaçant les espèces l'une de l'autre d'environ 1 tépha et demi, afin qu'elles ne se nourrissent pas l'une de l'autre. On ne pourra toutefois pas y semer plus de 5 espèces, même en respectant les consignes d'éloignement, car un grand nombre d'espèces dans un tel carré donne l'impression d'espèces hétérogènes plantées ensemble. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans un carré isolé d'un terrain en abondant non ensemencé. Lorsqu'il s'agit par contre d'un carré parmi d'autres carrés, on ne pourra aucunement y semer 5 espèces, car si l'on sème dans tous les coins du carré ainsi que dans tous les coins des carrés voisins, l'impression sera d'un mélange d'espèces. On pourra toutefois faire tendre les feuilles des cultures de l'un des carrés dans une direction et celles des cultures d'un carré mitoyen dans une autre direction, etc., de sorte que les carrés donnent l'impression d'être indépendants l'un de l'autre. On pourra de même semer 5 espèces par carré, si l'on trace un sillon entre chaque carré. Il est défendu de semer à l'extérieur du carré, sans faire de sillon et sans non plus faire tendre les feuilles comme indiqué au paragraphe précédent. Et ce même si l'on désire semer en face des coins non ensemencés du carré. Ceci est en effet un décret édicté de crainte que l'on ne sème les 4 espèces aux 4 coins du carré et d'autres espèces à l'extérieur du carré face aux coins, et que tout ne se mélange. Si les dimensions du carré sont de 6 tépha sur 6 tépha et que le carré est entouré d'une bordure haute d'un tépha et large d'un tépha, on pourra semer dans le carré et sa bordure jusqu'à 18 espèces, 3 sur chacun des 4 côtés de la bordure et 6 au milieu en respectant un éloignement d'un tépha et demi entre 2 espèces mitoyennes. On ne plantera pas de tubercules de navet dans la bordure de crainte que les navets ne l'envahissent. On ne sèmera en aucun cas plus que cette quantité de 18 espèces. Il est défendu de semer dans un tel carré de la sorte des espèces de graines, car on aurait l'impression qu'il s'agit d'un semis d'espèces hétérogènes. Pour ce qui est des espèces potagères, par contre, dont l'usage est de ne les semer qu'en petite quantité, ceci est autorisé comme nous l'avons expliqué. Une bordure haute d'un tépha où l'on a semé de nombreuses espèces comme nous l'avons expliqué, mais dont la hauteur s'est réduite. Après le semer à moins d'un tépha est valide, pour avoir été valide au départ. Si l'on désire remplir son jardin d'une multitude d'espèces potagères sans être tenu d'espacer les différents types de semis les uns des autres, on peut découper tout son jardin en carrés de culture d'une taille minimale de 6 tépha de côté chacun. Remplit alors chaque carré de 5 cercles, chaque 4 aux 4 côtés et un au centre, et l'on sème une espèce différente dans chaque cercle, et 4 autres espèces aux 4 coins du carré. On obtient aussi ainsi 9 espèces clairement indépendantes par carré. La seule perte est le terrain non cultivé qui sépare les cercles l'un de l'autre, et ce afin que les cultures semées dans les cercles paraissent séparées des cultures semées aux 4 coins du carré, et paraissent séparées l'une de l'autre. Si l'on désire ne rien perdre du tout de remplir de culture la surface dans sa totalité, on pourra semer en ligne horizontale, la surface séparant les cercles l'un de l'autre. Si les cercles sont ensemencés en ligne verticale, et si les cercles sont ensemencés en ligne horizontale, on sèmera entre les cercles verticales, et ce afin que les espèces paraissent séparées l'une de l'autre. De tout ce qui précède, tu déduis que lorsqu'il y a entre deux espèces l'éloignement approprié à ce qu'elles ne se nourrissent pas l'une de l'autre. On ne craint pas les apparences trompeuses, comme nous l'avons expliqué. Et lorsque deux espèces paraissent être séparées l'une de l'autre, on ne craint pas qu'elles ne nourrissent l'une de l'autre, quand bien même elles sont juste apposées l'une à l'autre, comme nous venons de l'expliquer. Sefer Zeraïm, loi relative au mélange interdit, chapitre 5. Celui qui sème 2 espèces de thébois ou 2 espèces de plantes potagères avec des pépins de raisin est doublement passible de flagellation, une fois pour avoir transgressé l'injonction de la Torah. Ne sème pas dans ton champ des graines hétérogènes. Et une fois pour avoir transgressé l'injonction de la Torah, n'ensemence pas ton vignoble de graines hétérogènes.
On est passible de flagellation pour avoir semé des graines hétérogènes dans un vignoble que si l'on sème d'un seul jet. En terre d'Israël, de blé, de l'orge, des pépins de raisin. Le simple fait de recouvrir de terre ces graines est aussi sanctionné par la flagellation. De même est-on passible de flagellation si l'on plante d'un seul jet deux espèces de plantes potagères avec des pépins de raisin, ou encore une espèce de plante potagère avec une espèce de thévoua et des pépins de raisin. On est passible de flagellation d'après la Torah que pour le semis de chanvre et de l'off, ou de ce qui est semblable et n'arrive à maturité qu'en même temps que la vigne. Le semis des autres espèces avec le raisin n'est interdit que par ordonnance rabbinique. De même, il est défendu par ordre rabbinique de semer des graines hétérogènes avec la vigne à l'extérieur de la terre d'Israël. Pourquoi les sages ont-ils interdit à l'extérieur de la terre d'Israël le semis d'espèces hétérogènes avec des pépins de raisin, d'un jet, mais pas le simple semis d'espèces hétérogènes? En raison de la sévérité relative à l'interdiction d'espèces hétérogènes avec des pépins de raisin, en effet, même tirer profit du produit d'un semis d'espèces hétérogènes avec des pépins de raisin en terre d'Israël est prohibé. C'est donc en raison de cette interdiction de profit en terre d'Israël que nos sages interdirent le semis ensemble de ces trois espèces en dehors de la terre d'Israël. Il est défendu de bêcher avec un non-juif, une terre ensemencée de graines hétérogènes. Même l'on pourra arracher avec lui les pousses hétérogènes afin de les détruire et de réduire ainsi les choses répugnantes. Seules les espèces de thévois et d'espèces potagères sont concernées par l'interdiction des espèces hétérogènes dans la vigne. Les autres sortes de semences peuvent être semées dans une vigne et il va sans dire que l'on pourra y planter un arbre. Il est défendu de semer des espèces potagères ou de la thévoua à côté des vignes, ainsi que de planter une vigne à côté des espèces potagères ou de thévoua. Si l'on enfreint cette interdiction, on ne sera pas passible de flagellation, mais le mélange devra être éloigné et tirer profit de chacun. Chacune des deux espèces sera prohibée, que ce soit l'espèce potagère ou la thévoua et la vigne. De plus, chacune des deux espèces sera brûlée. Comme il est dit, n'ensemence pas ton vignoble de graines hétérogènes. Si tu ne veux frapper d'interdit les graines que tu auras semées et ce sera développé le produit de vignoble. On ne pourra de même pas tirer profit de la paille de la dite thévoua, ni des branches de la dite vigne qui seront brûlées. On ne pourra pas les utiliser pour allumer un four ni un fourneau, ni les utiliser à une quelconque cuisson alors qu'elles seront brûlées. Que l'on ait planté de la thévoua, une espèce potagère, dans une vigne, que l'on ait délibérément laissé ce mélange hétérogène, l'ayant par exemple vu pousser dans sa vigne, tout en restant passif, on aura rendu la production interdite à tout profit. On ne peut cependant pas interdire le profit de quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est pourquoi quelqu'un qui recouvre de sa vigne la thévoua de son ami interdit certes sa vigne, mais non pas la thévoua de son ami. Inversement, s'il recouvre sa propre thévoua de la vigne de son ami, il interdit sa thévoua, mais non pas la vigne de son ami. Si maintenant il recouvre la thévoua de son ami de la vigne de son ami, rien n'est interdit. C'est pourquoi quelqu'un qui plante une vigne lors de l'année sabbatique n'interdit pas les fruits de la vigne. Si l'on voit une espèce de plante potagère ou de thévoua dans la vigne de son ami et que l'on ne réagit pas, on ne pourra tirer profit des espèces mélangées alors que tout le reste du monde pourra en profiter. Si cependant c'est le propriétaire qui les laisse délibérément, il les rend interdits à tout le monde, comme nous l'avons expliqué. Un individu violent qui se serait emparé de force d'un vignoble y aurait semé une espèce dont le mélange à la vigne est considéré comme hétérogène, rend la production interdite de profit par la Torah. Pour peu que la communauté ait oublié l'identité des réels propriétaires, et ce quand bien même ces derniers n'auraient pas désespéré de récupérer leurs biens dans un certain futur. Si la communauté n'a pas oublié l'identité des propriétaires, la production est rendue interdite par décret de nos sages, uniquement, quand bien même les propriétaires auraient désespéré de récupérer leur vigne. Si le vent courbe des rameaux d'une vigne, de sorte qu'ils recouvrent de la thévoua, il faudra immédiatement les en retirer. Si par cas de force majeure, on ne débarrasse pas la thévoua de ces rameaux, les deux espèces sont permises car aucune mauvaise intention ne les aura rendues interdites de profit. Si un individu violent sème dans une vigne qui s'est accaparée de force une espèce dont le mélange à la vigne est considéré comme hétérogène, il faudra au départ de l'homme violent retirer immédiatement la semence et ce même un jour de demi-fête, quand bien même on ne trouverait pas d'employé prêt à accomplir cette tâche au tarif d'usage. On sera dans le devoir de proposer un tarif haussé jusqu'à un tiers du tarif habituel.
Si les employés potentiels exigent davantage encore, le propriétaire sera dans le devoir de retirer de lui-même l'espèce indésirable à son rythme, tout en continuant parallèlement à chercher des employés à un tarif raisonnable. Si la semence reste en terre jusqu'à ce qu'elle arrive à l'état où elle rend le mélange interdit, alors effectivement, chacune des deux espèces du mélange sera interdite. À partir de quelle étape de la croissance de tes bois ou de plantes potagères ayant poussé dans un vignoble en tirer profit est-il interdit? À partir du moment où ils prennent racine. À partir de quand tirer profit des raisins est-il alors prohibé? Dès qu'ils atteignent la taille du labad. Il est en effet dit, n'ensemence pas ton vignoble de graines hétérogènes. Si tu ne veux frapper d'interdit, les graines que tu auras semées seront développées. Et le produit du vignoble, ce qui signifie que l'interdiction n'entre en vigueur qu'après que les graines se sont développées et que pour que la vigne qu'elle a donné un produit digne de son nom. Par ailleurs, une tévoua ou des raisins déjà mûrs ne pourront être rendus interdits. De quoi parle-t-on? Si on plante une vigne au sein de tévoua qui a totalement mûri, ou de la tévoua ou une espèce potagère dans une vigne totalement mûre, quoique ceci soit totalement prohibé. Les cultures ne sont pas interdites. Si l'on sème une espèce de plante potagère ou une espèce de téboua dans une vigne dont les raisins n'ont pas encore atteint la taille d'un lablade, ils sont encore verts, et que l'espèce semée prend racine, la culture n'est pas interdite par la Torah. Néanmoins, on pénalise l'agriculteur et l'on interdit la semence, mais les raisins sont autorisés. Si la semence est retirée de la terre avant que les raisins n'aient atteint la taille d'un lablade, on pourra tirer profit de la semence, et seule sa consommation restera interdite. Si une partie des raisins a déjà atteint la taille d'un lablade, et une partie non, les raisins ayant atteint cette taille seront interdits et les autres autorisés. Si l'on a semé de la tévoua ou des plantes potagères près d'une vigne dont les raisins ont atteint la taille d'un lablade, mais que l'on ramasse la semence avant qu'elle ne prenne racine, le profit de la semence est autorisé. Si la semence a pris racine, elle sera interdite totalement. On ne pourra pas semer de plantes potagères ni de tévois, même pas à proximité d'une vigne dont les feuilles se sont asséchées et sont tombées, comme c'est le cas au début de l'hiver. Si toutefois l'on y a semé l'une de ces espèces, leur profit n'est pas interdit. De même, si l'on a semé l'une de ces espèces dans un pot qui n'est pas percé, posé au milieu du vignoble, les espèces ne sont pas interdites, mais le semeur sera passible de la flagellation d'ordre rabbinique. Par contre, un pot percé posé sur la terre est considéré comme la terre. Si l'on fait tomber des graines alors que l'on traverse son vignoble, ou que des graines sont arrivées dans sa terre par le biais d'engrais utilisés dans sa vigne, ou par le biais d'eau servant à l'irrigation de sa vigne dans lesquelles elle se trouvait, ou encore que l'on s'adonnait au semis ou au vanage des grains battus dans son champ de céréales et qu'un vent fort a emporté des graines vers l'arrière et qu'elles sont tombées dans sa vigne et y ont poussé. Rien n'est alors interdit, car il est dit que tu auras semé. Or ici, le propriétaire n'a pas semé les graines qui sont arrivées malgré lui dans la vigne. On sera toutefois dans l'obligation de retirer la semence dès qu'on la verra, sans quoi la culture sera de profit interdit. Si le vent a porté les semences vers l'avant de sorte que le viticulteur les ait vues tomber dans son vignoble, il est considéré comme ayant semé ces graines. Quel est alors le comportement adéquat? Si des pousses apparaissent, il suffira de labourer l'endroit à l'aide d'une charrue. Si les graines gerbent et que l'on trouve des épis humides, il faudra battre ces épis afin de les détruire car ils sont totalement interdits de profit. Et si l'on trouve des épis mûrs prêts à être moissonnés, il faudra les brûler. Si l'on voit ces pousses ou épis et que l'on les préserve, ils seront brûlés en même temps que les vignes avoisinantes. Si l'on voit dans sa vigne un type d'herbe que les gens n'ont pas l'habitude de semer, le mélange avec la vigne n'est pas interdit de profit, même si l'on est intéressé à préserver cette herbe pour en nourrir ses animaux ou pour son usage comme plante médicinale, sauf s'il s'agit d'une espèce que la majorité des habitants de la contrée ont l'habitude de préserver. Comment cela s'applique-t-il? Celui qui, par exemple, laisse des ronces dans un vignoble dans un pays arabe où les ronces sont recherchées pour en nourrir les chameaux. Interdit de profit ces ronces. La menthe, le lierre, l'anémone couronnée et les dites autres sortes de semences ne constituent pas des mélanges interdits avec la vigne. Le chanvre, l'artichaut, le coton sont considérés comme des espèces de plantes potagères et leur mélange avec la vigne est interdit. De même, toutes les sortes d'herbes qui poussent d'elles-mêmes dans le champ rendent la vigne interdite de profit.
Le lotus d'Orient est une autre sorte de semence et ne rend pas la vigne interdite de profit. Les roseaux, la rose et l'aubépine noire sont considérés comme des espèces d'arbres et ne constituent pas de mélange interdit avec la vigne. Voici la règle générale. Toute espèce dont les feuilles prennent naissance au niveau des racines est considérée comme une espèce de plante potagère. Et toute espèce dont les feuilles ne prennent pas naissance au niveau des racines, mais au niveau d'un tronc ou de branche, est considérée comme une espèce d'arbre. Le caprier est un arbre en tout point. Si l'on remarque une espèce potagère qui pousse au milieu de la vigne et que l'on s'exclame, lorsque j'arriverai auprès de l'espèce, je l'arracherai. Ce comportement est autorisé. Si l'on dit une fois l'espèce atteinte, je l'arracherai à l'occasion, lorsque je repasserai par là et qu'entre-temps l'espèce a grandi d'un 200e, l'espèce est interdite de profit. Comment estime-t-on une telle augmentation? On évalue le temps qu'il faudra à l'espèce potagère ou à la tevoua pour sécher, si l'on arrachait au moment où le propriétaire a décidé de repousser l'arrachage à plus tard. Base-toi alors sur ce qui suit. Supposons que le temps d'un parfait séchage est par exemple de 100 heures. Dans ce cas-là, si le temps écoulé jusqu'à l'arrachage est d'une demi-heure, l'espèce est dite avoir grandi d'un 200e et est alors interdite de profit. Pour une durée de moins d'une demi-heure, l'espèce est autorisée. On ne peut pas traverser un vignoble avec en main un pot percé dans lequel on a semé une espèce potagère. Si l'on a toutefois traversé son vignoble avec un tel pot, l'espèce potagère ne sera interdite de profit qu'à partir du moment où le pot aura été posé sous la vigne pendant la durée nécessaire à un grandissement de 2 centièmes. Si l'on plante un oignon dans un vignoble et que l'oignon grandit d'un 2 centièmes, puis que l'on déracine le vignoble et que les oignons continuent de grandir de ses racines après que le vignoble ait été déraciné, même si ce qui pousse atteint 200 fois la taille des racines de ce qui avait été rendu interdit en raison du mélange avec la vigne. Les racines et ce qui était déjà interdit restent interdits de profit, car ce qui pousse légalement ne saurait annuler ce qui était de base interdit. Voilà, amen. Donc tout ça, c'est juste pour vous montrer ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit, pour justement éviter. Voilà.